Je peux tout décrire là où ça se passait, si ça se passait dans le presbytère, que ce soit dans la salle, dans la chambre, dans la cuisine, dans le bureau, n'importe quel endroit, je peux dire ce qu'il y avait exactement. Et ça fait très mal, oui, parce qu'on le revoit en plus. On le revoit avec ses mains qui viennent vous toucher, tout ça. Quand j'étais enfant, j'ai essayé de faire voir les choses à ma façon. Mais de dire, surtout dans les villages où c'est un prêtre qui a de la prestance, qui est pas n'importe qui, quoi. En gros, qu'il faut dénoncer, c'est pas évident, hein. C'est très dur, hein. Et puis je me demande si, même si j'avais parlé, j'ai l'impression qu'on ne m'aurait pas cru, quoi. On m'aurait dit, t'es un menteur. Puis moi, j'étais en, comment on appelle ça, les familles d'accueil à l'époque. Et comme je me sentais très bien là-bas, je me suis dit, mais en plus, si je parle, on va m'éloigner. Et du coup, bah non, bah dans ce cas, on préfère se taire, voilà. J'avais besoin de me libérer, hein. Il était grand temps, quoi. J'aurais pas avancé, quoi. Les mots seraient restés à l'intérieur, quoi, comme avant. Ils ont été violés, abusés, humiliés, alors qu'ils étaient mineurs par des personnalités de l'Église. Une institution à laquelle eux et leurs parents faisaient toute confiance. Des dizaines d'années sont passées, les prescriptions sont arrivées et tout est rentré dans le silence. Des silences, quelquefois qui ont duré une vie. Des silences qui sont même parvenus à faire taire les souvenirs déchirants. Mais le corps, lui, se souvenait, entraînant les victimes dans une longue errance affective, dans une vie repliée sur l'oubli qui, quelquefois, conduisait au suicide. Mais à qui parler? À qui dire l'indicible? Face à l'ampleur du drame révélé en 2021, grâce au rapport Sauvé, la Conférence des évêques de France crée alors une instance indépendante, l'INIR, chargée d'élaborer un véritable chemin de reconstruction. Ces personnes abusées peuvent enfin raconter leur histoire, être reconnues comme victimes et accompagnées vers une réparation financière, morale, symbolique. Un chemin de résilience qui n'enlève en rien les drames du passé, mais apporte l'indispensable, la considération. Je vous remercie. Et votre prénom, s'il vous plaît? Très bien. Alors, donc effectivement, hein, votre situation elle est bien enregistrée auprès de l'instance. Donc, est-ce qu'on vous a déjà expliqué comment fonctionnait la démarche? Donc, on n'a pas de durée type d'accompagnement. En revanche, on a un déroulé de la démarche, étape par étape. Alors, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation est une instance qui a pour mission, confiée par la présidence des évêques de France, d'apporter une réponse aux personnes qui ont été victimes de pédocriminalité au sein de l'Église au cours de leur minorité. Donc ça veut dire qu'on s'adresse aux personnes qui ont été victimes, enfants ou adolescents, de pédocriminalité, de délits et de crimes sexuels. Initialement, l'instance a été souhaitée pour apporter une réponse quand aucune réponse n'était possible du côté de la justice civile, de la justice de la République française.
Finalement, dans la mise en œuvre, on a ouvert à toutes les personnes qui ont été victimes de pédocriminalité dans l'enfance. Mais on voit bien qu'en réalité, ce qui est important pour les personnes, c'est que les responsables de l'Église aujourd'hui assument leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. La première réparation, pour moi, elle est morale, en fait. C'est le chemin de reconstruction. La première réparation, c'est que l'Église ait fait une démarche de demander à un organisme extérieur de nous accompagner, nous, les victimes. Ça permet de, justement, pour les personnes qui sont prescrites, d'avoir un genre de procès, finalement. Sur les conséquences, alors moi j'ai mis 3 partout, et donc avec tout ça, on arrive à 31. Bien. Solveig a eu la main lourde. Ouais, j'ai la main lourde, mais en fait, moi, je trouve cette situation épouvantable. Ouais, comme beaucoup, hein, mais... Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est en effet ce parcours de vie absolument raté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette femme n'a pas pu vivre. Et bon, moi, j'avais mis aussi, point aggravant, j'avais mis 3 également. J'avais mis que 2 pour les conséquences scolaires, parce que c'est vrai qu'on ne sait rien, on ne sait pas, on peut présumer qu'en effet. Moi, je suis pour ajouter un point aggravant, justement compte tenu de son âge et compte tenu du contexte d'emprise. Mais voilà, enfin, moi, cette situation me touche beaucoup, n'empêche qu'on doit objectiver. Je ne sais pas si dans la synthèse, on en sait un peu plus, tu sais. Alors, on est vraiment sur une minimisation de sa part de ce qu'elle a vécu, et donc il faudra préparer peut-être la réception d'une somme beaucoup plus conséquente. Ouais. Mais je pense que c'est au contraire important pour elle de se sentir reconnue, puisque sa demande initiale, c'était d'être reconnue, d'être sur la liste. On va lui proposer quelque chose. Alors, moi, je serais bien... Au regard de ce qu'on se dit... La réparation qu'il propose engage le cœur de chaque personne dans l'instance, car face à elle, il y a des êtres blessés. La responsabilité des 30 personnes, salariées ou bénévoles, est pharaonique. Rien n'est laissé au hasard. Le hasard de croiser un jour un prédateur a fait tant de mal déjà. Chaque membre du collège reçoit les rapports que les référents ont construits au coude à coude avec les victimes. Une synthèse structurée, précise, où la dignité de la victime est au centre. Le ou la référente, il a vraiment pour objectif de déjà d'accueillir la personne, alors en présentiel dans les locaux, si jamais elle vient nous voir, mais sinon par téléphone, en visio, etc. Et puis elle va travailler avec la personne sa demande. Et donc sa demande, elle peut prendre 2 grandes formes aujourd'hui, une forme de contribution à la réparation de façon financière, et puis elle peut faire aussi des demandes de réparation non financières à travers de choses qui font sens pour elle. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Enfin, la réparation financière est importante, mais le rôle du référent est vraiment aussi important d'aller creuser qu'est-ce qui va faire sens pour la personne aujourd'hui, puisqu'elle fait sa demande aujourd'hui, 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, même parfois après les faits. Qu'est-ce qui peut faire sens en termes de reconnaissance, de contribution à la réparation 70 ans après les faits? Moi, je dirais que peut-être celle qui apparaît le plus souvent, c'est j'aimerais être reconnue comme victime, que mon nom soit marqué quelque part. Certaines personnes peuvent dire ça. Que je sois dans une liste et que réellement l'Église m'écrive sur un papier que je suis une victime. Comme s'ils avaient pris tant d'années pour pouvoir déjà se nommer victime et que là, enfin, ça leur soit confirmé en retour. C'est une façon, finalement, de prendre la revanche sur cette ce poids du secret, de l'impossibilité de partager. Ce qui vient, c'est ça, c'est les lettres, c'est la reconnaissance par l'Église, c'est la possibilité d'avoir le nom inscrit quelque part, c'est que ça ne soit pas pour rien, quoi. Allez les chiens, on va courir. Courir. Oui, on y va. Oui, Marion. Très bien. Je me suis adressée à l'INIR essentiellement pour que mon histoire soit reconnue officiellement. Que je ne suis pas une menteuse,
que cette souffrance a traversé toute ma vie, même s'il y a eu des souffrances surajoutées, ça a traversé toute ma vie. C'était essentiellement ça. C'est quelqu'un qui est mort maintenant. C'est quelqu'un qui me faisait très peur. D'abord parce qu'il m'avait demandé de garder le silence, sinon je serais punie. C'est pas lui qui me punirait, c'est Dieu qui me punirait si je parlais. Et là où c'était particulièrement terrifiant, c'est quand il venait manger. Il était invité toutes les semaines, il venait manger chez mes parents. Et donc, c'est quand il venait chez mes parents, son regard sur moi, et en même temps, et mes parents qui aimaient cette personne, qui l'adulaient, qui trouvaient que c'était, c'était pas n'importe qui. Et ce regard terrifiant sur moi, c'était plus que décalé. Enfin, j'ai pas les mots là tout de suite qui me viennent, mais en même temps, j'étais tout à coup devenue une extrêmement mauvaise élève alors que j'étais une bonne élève à l'école primaire. Et là, c'était pour la rentrée en 6e, donc je redouble ma 6e, je redouble ma 5e, j'ai que des mauvaises notes, je fais que des conneries. Et lui, devant mes parents, il dit « Mais avec moi, elle travaille très très bien » parce que j'allais prendre des cours de latin chez lui. J'ai fait du latin en 6e, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Et je savais qu'il mentait. Et l'enfant peut rien dire, il peut pas dire devant une table où il n'y a que des adultes, déjà les enfants n'avaient pas trop le droit à la parole, peut pas dire « Cet homme-là ment ». C'est un prêtre, il ne peut pas mentir. Très souvent, dans le premier entretien, sont posés des mots comme je vous crois ». Et c'est, on sait, absolument déterminant pour engager la suite des échanges. Et puis dans la lettre de reconnaissance qu'on adresse à la personne en fin de la première étape de parcours, nous avons une phrase type qui dit nous avons reconstitué ce que vous avez vécu et les conséquences et les retentissements que cela a pu avoir dans votre vie, et nous le tenons pour vrai. Ça veut dire nous le reconnaissons. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que ça a valeur d'une vérité judiciaire ou d'une expertise qui dirait c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Mais ce qui est dit par les personnes est pris en compte à un niveau de vérité et de justesse de la parole qui est extrêmement important, parce que c'est la manière de reconnaître ce qu'elle a dit et ce qu'elle a vécu. Et c'est d'autant plus important que le silence a été terrible pendant des années, et que l'exercice souvent a consisté à cacher ce qui a été vécu, parce que personne n'était capable de l'entendre. Nous avons, dans les étapes de la démarche, une étape de confirmation de la vraisemblance. Il y a les faits évoqués, l'évocation des faits, mais il y a toute la communication non verbale, c'est-à-dire ce que ça provoque chez la personne comme réaction. Ça, on le voit au travers des visios, on l'entend dans les silences au téléphone. C'est ces signes-là aussi qui nous disent l'intensité de ce qui a été vécu et des conséquences dans la vie de la personne. Et c'est ce qui nous fait dire que ce qui est dit a pu se passer, c'est-à-dire est vraisemblable.
Ça, c'est dans le rapport interindividuel avec les personnes et c'est important. Et puis, il y a une étape qui consiste à s'adresser ensuite au diocèse pour, à partir de ce que nous donne comme indication la personne victime, on puisse identifier comme des faisceaux d'indices et les croiser avec ce que le diocèse a déjà lui identifié. Ce que le diocèse a déjà lui identifié, ça peut être le recueil d'autres personnes victimes, ça peut être des dénonciations qui sont intervenues à un moment donné, et là, on arrive à constater qu'il y a une confirmation de vraisemblance. J'ai envoyé un mail. Et puis un jour, j'ai été contacté par un référent, Jean-François. Ce que j'ai apprécié, c'était le fait qu'il était très pudique, très respectueux. Je sentais qu'il pesait ses mots. Enfin voilà, c'était... Au début, quand il m'a appelé les 2 premières fois, j'étais très en retrait. Je m'attendais, voilà, je disais, qu'est-ce qu'il va dire? Enfin, je pesais ses mots. Enfin, je me disais, oui, bon, attends, on va voir venir. Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, c'était... J'étais un peu froid, quoi. Voilà, Et puis après, j'ai senti que j'étais écouté. Voilà, ça a été... Et je l'ai vécu comme un compagnonnage. Voilà. Et toujours dans ces mots, dans les échanges qu'on a pu avoir par mail, mais aussi où dès que j'avais un besoin, j'ai pu appeler ou envoyer un mail, j'avais une réponse. Enfin voilà, c'était une réelle écoute. Voilà. Pour moi, je suis impressionné de la confiance en fait que François et puis que d'autres personnes victimes nous font en venant nous déposer leur récit, leur histoire, le plus intime de leur histoire. Et parfois, on est les premiers ou presque les premiers à entendre ce récit. Donc vraiment, c'est beaucoup d'humilité, vraiment une posture vraiment d'humilité et de simplicité pour recevoir ça, accueillir ce récit, accueillir aussi ce qui ne peut pas être dit, parce qu'il y a des parties de cette histoire qui est trop douloureuse à dire, et donc parfois c'est pas au premier entretien qu'on va en parler, c'est peut-être au deuxième, peut-être même au troisième, voilà, et de respecter ce rythme-là, cette temporalité-là, voilà. C'est important, parce qu'on n'est pas là pour faire une enquête, on est là pour accueillir le récit. On a à s'adapter à cette personne qui a son histoire. Ils ont beau avoir des expressions d'adultes, une vie professionnelle impressionnante parfois, construit quand même des choses, mais il y a cette fragilité extrême. C'est vraiment important de se mettre dans le contexte un peu, de retrouver le cœur de cette petite fille ou de ce petit garçon. Et que là, à ce moment-là, ils acceptent cette main tendue, en fait. Il y a eu beaucoup de larmes aussi. Hein. Il y a eu des moments où oui, les premières rencontres, je me suis effondré. Je me revois, oui, vraiment, il a pris le temps. Enfin voilà, ça. Et les questions, c'était comment j'allais me reconstruire. Qu'est-ce que je voulais faire pour me reconstruire. Et puis, j'ai appris que toi, Caroline, tu m'as annoncé que tu voulais faire un documentaire sur l'INIR. Et j'ai dit, je veux en être, en fait. Voilà. Et notre amitié a fait que je voulais faire partie de cette aventure. D'abord musicalement, parce que entre octobre et novembre 2022, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Soleil. Et en une soirée, j'ai écrit le texte. Par contre, j'ai mis la musique, je l'ai faite très vite. Et j'ai appelé Fred, mon ami, j'ai dit, Fred, il faut qu'on la mette en musique. Il y avait urgence pour moi. Enfin, il fallait que ça sorte. Je ne pouvais pas attendre, en fait. Et donc, j'ai posé des journées dans le cadre de mon travail. Je vais poser des journées de repos. Et on a commencé à travailler la mélodie, enfin voilà, à travailler les arrangements. Là, ça a été une épreuve, en fait. Soleil, 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 brûle ma peau jusqu'au réveil.
soleil brûlant ma peau jusqu'au réveil, merci. En fait, c'est le matin, quand enfin le soleil arrive, je dis merci, merci mon Dieu, parce que j'ai tenu jusqu'au petit jour. Et soleil, pour moi, c'est Dieu, c'est le Christ, en fait. C'est Jésus au secours. Enfin, brûle-moi pour pas que je m'endorme et que je tienne jusqu'au bout. Brûle ma peau jusqu'au réveil. Soleil, brûle ma peau jusqu'au réveil. Merci. Soleil, brûle ma peau jusqu'au réveil. Soleil, brûle ma peau jusqu'au réveil. Merci. La réparation, c'est pas un instant T, c'est vraiment un processus qui prend du temps. Et on voit que le fait de réfléchir à ces enjeux-là, pour la personne, c'est fort parce qu'elle retrouve un pouvoir d'agir. Elle redevient sujet, elle va choisir. Bah oui, cette démarche-là, elle a du sens. Témoigner, pour moi, ça serait essentiel, par exemple, parce que j'ai jamais osé parler et je veux sortir de ce silence. Je veux que mes proches puissent connaître mon récit, mon parcours, et donc je vais en parler. Donc on va l'accompagner, peut-être avec l'aide de personnes qui sont formées aussi à ça, à l'écriture de témoignages. Voilà. Il y en a d'autres, ça va être de rencontrer l'évêque parce que, en fait, j'ai besoin qu'il mesure les conséquences que ça a eu sur ma vie. Et donc, on va organiser une rencontre, voilà, où on sera présent aussi. Voilà, donc, c'est vraiment, on va essayer enfin, c'est la personne qui, en fait, identifie vraiment là où les démarches qui auraient du sens et qui va vraiment être au service de sa reconstruction. Et donc là, il y a quelque chose dans une reprise en main, d'une certaine manière, de son histoire et de ce dont elle a besoin. Et ça, c'est vraiment transformatif. Enfin, je le vois, en tout cas, chez beaucoup de personnes victimes. La musique faisait partie de ma vie. Je ne pouvais pas vivre sans elle. C'était plus qu'une passion, c'était mon destin. La musique classique, je l'écoute beaucoup le soir avant de m'endormir. Elle m'aide à ne pas avoir de pensées négatives. Je ferme les yeux et je l'écoute au plus profond de moi-même. Ma psychologue et ma psychiatre m'ont dit de reprendre la musique, de me remettre à jouer. Si je ne le fais pas, ce n'est pas l'incapacité de le faire, mais plutôt par peur de repenser à ce qui m'est arrivé dans le passé. Ça faisait au moins 2 ans, voire 3, que j'avais envie de raconter mon histoire en entier. Et puis, j'en trouvais pas le courage. Et puis, un jour, j'ai pris un bloc, un stylo, et j'ai raconté toute mon histoire. Je ne savais pas que j'étais capable d'écrire autant en si peu de temps, en plus. Mais c'était un besoin de partager, de toute façon, de savoir que ce que l'on ressent intérieurement. Tout ce moi je l'ai intitulé Rêve brisé parce que moi je n'avais qu'une envie quand j'étais enfant, c'était de devenir un grand musicien, voire un chef d'orchestre et puis composer surtout. J'avais déjà commencé à composer à l'époque. Et puis tout s'est arrêté, c'est le jour que j'ai décidé de quitter les parents pour partir et fuir, à ne plus le voir. Il y a quelque chose de très particulier dans les violences sexuelles, et encore plus dans les violences sexuelles faites aux enfants, c'est la non-considération de l'intégrité de la personne et de sa capacité à décider, à agir, etc. etc. On prive toutes les personnes de victimes de violences sexuelles, à un moment donné de leur histoire, quand les faits arrivent, de leur capacité d'action. Et c'est quelque chose de terrible que de subir des violences. Et donc, c'est extrêmement important pour nous
de se dire qu'il faut que les personnes puissent être acteurs, actrices de cette démarche, voilà, qu'elles regagnent en capacité d'action. Là où le jeu de la synthèse, du coup, pour le coup, ne pouvait pas fonctionner, c'est plutôt ça moi, que je retiendrai, c'est que là, c'est une personne sur laquelle la synthèse, validée par elle, ne pouvait pas fonctionner. Est-ce que... Et donc, c'était vraiment pas difficile. Et sans danger pour lui. En tout cas, pour l'instant, J'ai exactement eu la même réflexion, c'est-à-dire syndrome de Stockholm. On est dans un phénomène total d'emprise, mais là, à la limite, on est là pour poser des choses et pour dire que ce qu'il a subi est tout à fait anormal. Oui. Voilà. Tout à fait anormal dès lors que... On ne découvre pas la situation le soir du collège. Il y a un travail préparatoire. Et puis ensuite, il y a un échange. Donc toutes les décisions sont prises en commun, ce qui est très important. Et on a aussi des regards complémentaires. Donc moi, je joue le rôle de la psy, mais il y a aussi des soignants, des magistrats, des juges, des gens qui ont des références et des cultures professionnelles qui nous permettent de ne pas voir la même chose dans une synthèse. En allant vraiment chercher, en tirant... voilà. Et là, les éléments psychiques suffisent en tant que tels. Nous proposons donc de passer de 20 à 22 et de passer de 26 000 en réparation financière à 35 000. La réparation, elle a pour objet de prendre en compte ce qui a été vécu. Et au fond, la dimension financière, on se rend compte qu'elle est aussi une forme de reconnaissance de ce qui a été vécu. On a regardé les 150 premières situations qui étaient arrivées pour voir quelles étaient les natures des faits, comment on pouvait les qualifier, prendre en compte la durée dans le temps, prendre en compte le contexte, prendre en compte le nombre d'agresseurs, par exemple, dans un certain nombre de situations. Et puis, du point de vue des conséquences aussi, comment on pouvait catégoriser les conséquences, dans le sens où ça touche à la santé somatique, à la santé psychique, ça touche aux capacités d'insertion professionnelle, ça touche aux capacités relationnelles, avec les conséquences dans la vie sociale, dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Et donc c'est tout ça qu'on regarde, et c'est tout ça qu'on prend en compte pour apprécier la situation. Alors, au niveau des faits sur l'axe 1, je proposerais une cotation de 10. Avec ce rappel, les faits qui ont commencé très tôt. Le maximum aussi, par contre, moi je trouve que, je ne sais pas exactement par rapport à cette personne-là, mais... C'est un exercice de funambulisme parfois, à expertiser, à évaluer, même si ce mot peut fâcher un petit peu, la nature des faits, la nature des conséquences. Il va être licencié pour une aptitude professionnelle et être placé en invalidité. Il y a beaucoup de personnes aussi dont on se rend compte qu'elles ne mettent pas en lien les conséquences sur leur vie des violences subies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'impacts sur la vie, mais qui vont se révéler à court, à moyen, à long terme. Et lorsque les conséquences sont éloignées du point d'origine, eh bien, parfois le lien d'explication ou simplement le lien qui ferait du sens pour la personne victime est complètement perdu. Et donc, dans les synthèses, on va s'attacher vraiment à avoir une extrême attention pour comprendre le parcours de vie de la personne victime. Et donc, ce n'est pas des dossiers pour nous, c'est vraiment des personnes. Même si on travaille que sur papier, on a des vies entre les mains. Ce que j'ai subi dans l'enfance, pendant 2 années, de l'âge de 10 ans à 12 ans, je l'ai enfoui. J'ai même oublié. Voilà, c'était enquisté quelque part. J'ai pu voir après que j'avais construit une adolescence et une vie de jeune adulte et d'adulte dans une très grande souffrance et dans une très grande destruction. Mais je ne savais pas pourquoi.
On y va? Hein? On y va. Ouais. En 2000, j'ai fait un burn-out. Et donc j'avais besoin de me soigner. Je me suis retrouvée pour la première fois de mon existence dans le cabinet d'une psy. Et j'avais rien à dire puisque j'étais mutique. Et la première chose qui est sortie, c'est « je crois que quand j'étais enfant, j'ai été violée ». Et là, c'est sorti comme ça n'était jamais sorti avant, à personne. Et là, j'ai pris conscience que j'avais lâché un gros morceau, mais je ne voyais pas quelle incidence. Je n'ai pas fait le lien avec toute cette enfance massacrée et cette adolescence massacrée où on me prenait un peu pour une folle. J'ai retrouvé des amis récemment d'adolescence, enfin il y a quelques années, qui m'ont dit « Mais tu sais, Babette, t'étais bizarre, t'étais une élève bizarre, t'étais pas comme les autres, tu nous faisais peur. » Mais j'en avais, voilà, moi Après, bon, il a fallu que je travaille tout ça et que je le regarde surtout, que je le regarde en face, que j'ai vu tout le mal que j'ai subi, le mal que je me suis fait et le mal que j'ai fait à d'autres. Parce que forcément, j'ai fait du mal, moi aussi. En me faisant du mal, je faisais du mal à ceux qui m'aimaient. Il y a deux mots que je ne peux toujours pas dire, que je crois que j'ai jamais dit à ma femme, sauf si elle me le disait, et puis moi je répondais moi aussi. Ces deux mots-là, ils restent toujours au fond de la gorge. Mais c'est un manque, hein, parce que mes enfants, je leur ai jamais dit. Et pourtant, ils savent que c'est... La place reste marquée comme un grand vide, une blessure sur le temps, tout semble inachevé. Tu sais, tu es passé et tu nous guides juste à côté pour quelque temps où nous serons tous rassemblés. Merci de ton empreinte sur nos vies, de tes sourires, de tes soucis. Merci, mon parent, mon enfant, mon ami. Il y a un mal-être qui s'installe quand on ne parle pas. Je restais un peu à l'écart. Mes pensées, je les gardais un peu pour moi, quoi. Et puis maintenant, ça m'a permis de me libérer de ce côté-là. Ça fait énormément de bien dans la tête. Le soulagement, on ne peut pas s'imaginer à quel point ça peut être merveilleux. Oui. C'est assez particulier d'écouter des adultes victimes de violences sexuelles. On n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas la même façon de travailler quand on écoute des enfants victimes de violences sexuelles enfants, quand on écoute des adultes victimes de violences sexuelles adultes, et quand on écoute des adultes victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est des modes d'écoute très particuliers, de recueil de la parole particuliers, etc., qui nécessitent des compétences particulières. Donc c'était une volonté vraiment à la création de l'INIR qu'il puisse y avoir une formation continue des référents. On va dire que la méthode vraiment phare, scientifiquement, c'est ce qu'on appelle le MDR. Vous en avez entendu parler. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment maintenant la référence pour soigner le psychotrauma. C'est, disons, dans une optique de respiration. Donc finalement, c'est un peu moins incontrôlé qu'une exposition comme ça. C'est-à-dire que des... Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça peut creuser le trauma? Oui, oui, clairement. Que dans la théorie. Et ça va creuser la dissociation, quoi, parce que la personne va être...
quelque part, elle va être amenée à s'analyser elle-même. On a une corrélation importante entre ces violences et des problèmes de santé, et notamment des problèmes de santé psychologique. C'est la double peine pour les personnes victimes. Et donc on souhaite vraiment distinguer au plus juste aussi, et on a tous dû se former sur la question qu'est-ce que c'est qu'un symptôme, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, comment on repère ces traumatismes alors que la plupart des personnes n'ont jamais été suivies, jamais été diagnostiquées, n'ont jamais parlé, mais ont rencontré des embûches considérables dans leur vie personnelle du fait même de ce qu'elles avaient parfois, y compris, oublié. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Ouais, ça pourrait bien coller sur le morceau, ça. En fait, tu as réussi à, avec les arrangements, tu as réussi à reproduire ce que je voulais dire. Essayer de le faire direct, ça part sur le break. J'ai parti. J'ai essayé. Ma reconstruction, elle est musicale, elle est picturale, elle est... voilà. Dans ce que j'écris, j'arrive à... Enfin, je me reconstruis comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas de haine, en fait. J'ai pas de haine contre Pierre, j'ai de la tristesse, en fait. J'ai pas de colère, j'ai de la peine. Et je me revois chez moi en train de prier pour lui, voilà, en me disant, bah voilà, aujourd'hui je suis mal, ça m'a détruit, ça a détruit des choses dans ma vie, je me reconstruis, ben, je prie pour toi où que tu sois, en fait. Voilà, je sais pas où il en est. Parce que moi, je crois il y a un temps de préparation avant de rencontrer Dieu. Ben, je ne sais pas où il est. Voilà. Je prie pour lui. Je lui dis, mais maintenant, là où je suis, c'est aussi un peu à cause de toi. Ben, prie pour moi aussi et je prie pour toi. Voilà. On a fait un marché ou mais ça m'est difficile. Mais vas-y, tu me diras si t'aimes. moi, je voulais pas d'argent. Parce que pour moi, je le voyais comme un argent sale, en fait. Et on m'a dit, mais François, tu ne voles personne, enfin, voilà, tu es une victime, donc tu n'as pas à rougir de ça, voilà. Et dans un autre sens, je me suis dit, mais s'il y a une réparation, si elle n'est que morale, elle ne touche, enfin, il manque quelque chose, voilà. Et donc, je l'ai demandé, voilà. Et peu importe, je m'en fous de la somme. Et ce que j'ai expliqué à mon référent, je dis, voilà, cette somme-là, moi, j'ai fait le choix, donc je respecte chaque démarche des autres, hein, mais moi, j'ai fait le choix de ne pas la garder pour moi, je vais la reverser à une association. Mais je lui ai demandé cette réparation au-delà du moral, parce que je veux un acte aussi concret. Voilà. La réparation financière, j'ai pas réussi à dire merci. Ça m'a habité longtemps. Je me disais, mais quand même, écoute, Babette, là, t'as un courrier officiel de l'INIR, ils ont versé de l'argent sur ton CCP, et t'arrives pas à dire merci, mais quand même, et j'arrivais pas à dire merci, parce que je disais merci à quoi? J'arrivais pas à le verbaliser, à l'écrire. Et du coup, j'ai rien dit. Mais j'étais pas à l'aise de rien dire. Et quand la psychologue a repris contact avec moi pour me mettre en lien avec vous, j'ai dit oui, parce que j'ai dit, ça sera ma façon de dire merci.
Ici, c'est ma cathédrale. Il y a tout. Il y a la lumière, il y a tout. Les ombres, mon chien. Les racines, la source, ça me parle. Ça parle à mon histoire aussi. Retrouver, s'ancrer, être ancré dans mon histoire, quelle qu'elle soit. Voilà. Et puis, bon, cette paix, quoi. De toute façon, il y a une paix ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de mal à quitter mes parents et à envoyer tout ça promener. Tout. Et donc à passer par l'athéisme. Et pour moi, c'est une chance d'être passée par l'athéisme, justement. Parce qu'après, j'ai pu revenir vers l'Évangile, pas vers l'Église. J'en ai pas besoin de l'Église. Par contre, l'Évangile, oui. Je peux le lire seul. Je peux en comprendre ce que je peux en comprendre. J'en découvre chaque fois parce que ça parle à mon histoire, ça me parle à moi, Babette, parce que l'Évangile, il parle de nous. Donc ça, pour moi, c'est un appui aujourd'hui. C'est même mon appui. Je ne cesse de me découvrir, en fait, à travers ce texte-là. Cette dimension des conséquences dans la vie de foi et dans le rapport à l'Église, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé à l'INIR. On était parti en se disant que ça n'avait pas sa part dans l'analyse des conséquences pour les personnes victimes. Et en réalité, c'est des choses qui sont arrivées très régulièrement, c'est-à-dire des personnes qui ont mis en avant que ces agressions avaient, pour elles, eu des conséquences dans leur vie spirituelle. En tout cas, elles le disent comme ça. J'ai été empêchée pour avoir une vie de foi. Mais ce qui m'embête, c'est que mes enfants n'ont pas non plus eu accès à la foi, et mes petits-enfants non plus. En disant, j'ai pas fait baptiser mes enfants, je les ai empêchés toute leur vie d'être en lien avec l'Église, et mes petits-enfants aussi. Et elles le vivent, ces personnes-là, j'ai été très étonnée de ça, comme une espèce de manque, sans doute d'une transmission non faite, mais aussi de la possibilité que les enfants et les petits-enfants choisissent ce chemin-là. Moi, j'ai été très, très étonnée de ça, parce que ces mêmes personnes sont très en colère et très en opposition de l'Église. Voilà, donc c'est important de voir aussi ce que peut permettre d'exprimer notre démarche. Une démarche sur les pas de laquelle s'ajusteront les paroles de certaines victimes, comme Elisabeth ou Romuald, ou tant d'autres encore, qui choisiront en toute humilité de publier au grand jour leurs témoignages, afin d'apporter leur propre pierre à l'immense édifice dédié à la réparation. J'ai toujours dit, moi, si ces gens-là savent le réel mal qu'ils font, peut-être qu'il y en aura moins aussi. Enfin, c'est mon espoir. Voilà, c'est un espoir que j'ai derrière. Mais pour ça, il faut des bonnes volontés. Moi, je suis le premier à vouloir m'exprimer aussi. Enfin, pas forcément le premier, mais je fais partie de ceux qui veulent parler pour éviter un désastre pareil, quoi. Parler, car derrière ces prédateurs sexuels qui ont trahi les paroles du Christ et son message d'amour, se tient une institution dont les valeurs réelles, profondes, demeurent. Des valeurs de solidarité, des engagements indispensables sur le monde, tellement loin de ces drames qui touchent, au-delà de l'Église, une société tout entière. Mais on peut imaginer que la démarche qui a été engagée avec la Civise, en fait, cette commission sur les violences, sur l'inceste et les violences sexuelles, elle participe de la même démarche. À faire bouger la société. À faire bouger la société. Alors pour l'instant, ils sont à la phase antérieure à la nôtre, puisque c'est plutôt l'équivalent de la SIAZ qui
faisait un état des lieux des questions de la pédocriminalité dans l'Église. La société aujourd'hui, elle est en train de faire cet état des lieux. On voit bien que ça va provoquer le même tsunami dans la société. Parler ne changera jamais les drames passés, mais apportera peut-être l'indispensable réparation en interrogeant l'irréparable, en lui donnant enfin une vraie place dans le présent. On ne peut pas accepter les violences sexuelles à tous les âges de la vie. Mais quand ça a eu lieu dans mon histoire, quand ça est arrivé dans mon parcours, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter que ça ait eu lieu. Et donc ce qu'on peut travailler, c'est non pas l'acceptabilité, parce que ça n'est pas acceptable, mais c'est l'acceptation, c'est le fait que ça me soit arrivé. Et je crois que l'action de l'INIR conduit peut-être à cette intégration un peu plus au cœur de mon histoire dans ce parcours. Le fait de monter à Paris, ça a été ma demande, parce que pour moi, c'est comme un pèlerinage. C'est-à-dire il y a un début, il y a une fin. C'est pas parce que je demande que ça s'arrête que je perds la mémoire. C'est en moi, c'est dans ma chair. Mais il y a entre réouvrir sans cesse sa cicatrice et se dire j'ai souffert, j'ai souffert. Non, la cicatrice, elle est là. Maintenant, je veux qu'elle reste cicatrisée. Je ne la perds pas de vue, je la vois toujours. Je veux pas qu'elle me fasse souffrir. Donc on a refait un travail, ça m'a refait souffrir, ça m'a réouvert cette cicatrice. Je dis maintenant, je veux la refermer parce qu'on a enlevé, le pus qu'il y avait dedans. On a renettoyé cette plaie, on a enlevé le kyste qui était intérieur. Voilà. Donc on a percé cet abcès. Et maintenant, on repart sur quelque chose de guéri. Voilà, je vais tourner vers un ailleurs. On se rencontre pour la première fois? Eh ben, je suis très heureux en fait. Il y avait quelque chose d'important pour vous à faire ce déplacement-là, de pouvoir venir ici, de qu'on puisse se rencontrer. Ça humanise hein, surtout, parce que c'est vrai que juste la voix, c'est bien, hein, mais... Et puis je pense que c'est cette notion de marche qui a un début, une fin, on a fait des haltes téléphoniques, enfin voilà, c'est comme des paliers où on avance. Et après, on a appris à se connaître, à entendre l'histoire et à cheminer. Hein. En fait, ce rythme-là, il n'y a que vous qui pouvez le fixer. Il y en a pour qui c'est important que ça aille assez vite. Oui. Et puis d'autres où, au contraire, en fait, entre chaque entretien, il y a quelque chose qui bouge, il y a des chemins qui s'ouvrent, il y a des prises de conscience. Et ça fait partie de la démarche, en fait. Moi, j'ai envie la démarche, elle est aussi bien entre les entretiens que pendant les entretiens. Alors, ce qui était bien, c'est qu'entre chaque échange qu'on a eu, il y avait aussi des objectifs, des questionnements, parce que j'avais des choix particuliers au début qui se sont modifié. Après, j'ai pas mal échangé, j'avais des personnes de confiance. J'en ai reparlé avec mon papa aussi, donc ça a été... voilà. Je crois qu'on est une instance, un lieu qui a vraiment comme mission profonde de restaurer du lien et de créer de l'apaisement. Il y a une personne victime qui me disait un jour dans un débrief collectif qu'au fond, elle n'était pas sûre de se sentir réparée, mais qu'elle se sentait consolée. Et que finalement, ce qu'on faisait, c'était plutôt du registre de la consolation. En tout cas, c'est comme ça qu'elle avait envie de le dire à ce moment-là.
Et j'ai trouvé que l'image était belle parce que, effectivement, elle avait quelque chose à réparer elle-même pour elle-même, et puis dans le lien aussi à l'Église, et que toute la démarche qu'elle avait vécue, pour elle, ça ressemblait à de la consolation. Elle se sentait consolée. Alors c'est une bonne étape vers l'apaisement. Et on sait très bien aligner, et on a une humilité immense, et c'est important, qu'on contribue à cette réparation, à une consolation à un moment donné, parmi d'autres événements dans la vie de la personne et parmi d'autres acteurs.